commence par le volet français, sachant qu'on n'a pas abordé la dernière fois, c'est-à-dire la France, la dette, et puis les déclarations de Macron en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut, par où Bah, on peut on peut commencer, si tu veux, par la dette, et puis on basculera sur la Syrie et puis sur la Russie après, si tu veux. Pour moi, ça va très bien comme ça. Mhm. Donc, la France, la dette, on n'avait pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. La France fait face en ce moment à une explosion de la dette publique, mais quand je dis une explosion, c'est une véritable explosion. Les médias n'en parlent que peu, voire pas du tout, parce qu'il ne faudrait pas que la vérité soit sue. Mais la semaine dernière, donc l'INSEE a sorti ses statistiques, Eurostat a sorti ses statistiques. La dette française, asseyez-vous bien, elle est aujourd'hui à 3 530 milliards d'euros, hors bilan. Donc sans tenir compte du hors bilan. Le taux de chômage explose. On est à 8,2%, alors que la zone euro est à 6,2%. Et quand on regarde les courbes des statistiques, donc tout ça c'est vérifiable sur l'INSEE et sur Eurostat, on s'aperçoit que l'inversion de la courbe entre le taux de chômage français et le taux de chômage européen, en fait, ça date de 2016. Depuis 2016, ça n'a cessé d'augmenter et ça augmente. D'ailleurs, la France est dans le top 4 des chômeurs, enfin des top 4, les pires, hein, j'entends, avec la Suède, l'Espagne et la Finlande, ce qui est assez considérable. Et quand on regarde l'évolution de la croissance mondiale, on s'aperçoit en fait que ça va pas s'arranger. D'une part parce que bien il y a la géopolitique mondiale et Hormuz avec le pétrole et les produits dérivés du pétrole qui sont bloqués là-bas, et avec ce que fait Trump, ça s'arrange pas. Mais quand on regarde la courbe de la croissance mondiale, en fait, 50 c'est la ligne médiane, ce qui est au-dessus de 50 c'est de la croissance, ce qui est en dessous de 50 c'est de la récession. Or aujourd'hui, il n'y a personne au-dessus de 57%. La France est à 47%, donc elle est en récession, alors que la Russie, elle est fait mieux que la France, elle est à 48%. Ce qui concerne les finances publiques, jusqu'à présent, on a toujours entendu les responsables politiques français dire non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde tire la sonnette d'alarme. C'est juste une véritable catastrophe. La Banque de France et la Cour des comptes viennent de le faire, et ils vont même jusqu'à dire que l'indépendance financière de la France est en danger, et notamment à cause du refinancement de la dette française qui est de plus en plus compliqué, sachant que 56% de la dette française est détenue par des étrangers, et aujourd'hui, on se retrouve dans la même configuration qu'en 2008, c'est-à-dire que pour refinancer sa dette, la France est obligée de faire appel à ce qu'on appelle des hedge funds. Et les hedge funds, ne sont pas des enfants de cœur. Et à partir du moment où ils vont s'apercevoir que les agences de notation font pas du tout leur boulot, parce que la France devrait être notée bien pire que ce qu'elle est notée, ce qui est le dernier rempart en fait pour le refinancement de la dette française, il faut savoir que ces hedge funds, quand ils vont s'apercevoir qu'ils risquent de perdre de l'argent, forcément, ils n'auront aucun scrupule à se débarrasser de la dette française. Alors, comme je l'ai dit, 56% de cette dette, dont d'ailleurs la Banque de France refuse de communiquer officiellement qui est détenteur de la dette, cette dette ne sera plus refinançable, sachant que la dette publique aujourd'hui, c'est quand même 1730 milliards d'euros, ce qui est quand même assez consécutif. Et donc, dans ce cas-là, on va rentrer dans un cycle infernal, puisque en fait, la charge des intérêts de la dette, c'est aujourd'hui plus ou moins 70 milliards, un peu plus en fait que 70 milliards pour les intérêts, mais on va monter très vite, potentiellement jusqu'à 100 milliards pour simplement financer les intérêts de la dette. Et tout ça à cause de quoi? Puisque la France a énormément de difficultés à refinancer sa dette,
il y a une partie qui est refinancée par des hedge funds qui sont des véritables requins et un véritable piège, en fait. On a un taux d'intérêt à 10 ans aujourd'hui qui est à 4%. Donc ça, c'est le plus haut depuis 2009 et la crise grecque. C'est ce que j'avais déjà commencé à dire. Je n'étais pas le seul. Hein. Marc Toitil l'avait dit aussi. Ça fait déjà 1 an qu'on en parle pour dire qu'on va y arriver. Ça y est, on y est. Et pire encore, pour les OAT, donc les taux d'intérêt à 30 ans, on est à 4,7%, c'est-à-dire que c'est le plus haut depuis 2008. Et 2008, c'était la crise grecque. Alors pourquoi ? Pour conclure sur ce sujet-là, eh bien parce que dans le refinancement de la dette, en fait, il y a 3 primes de risque. La première, c'est l'inflation. Elle stagne plus ou moins en France. La deuxième, c'est la croissance. Alors là, on est tranquille, il n'y en a pas en France. Le gouvernement avait, c'est terrible, le gouvernement avait dit on aura 1% de croissance. Au fur et à mesure du temps, ils ont rabaissé un petit peu le truc. Et aujourd'hui, même la Banque de France dit non, si on fait 0,5%, ce sera Noël. Et ben Noël n'aura pas lieu pour la bonne et simple raison que dans cette prévision de croissance à 0,5%, ils incluent les stocks. Or, si on enlève les stocks de cette croissance, on est en croissance négative. Et en économie, je n'ai pas fait beaucoup d'économies dans ma vie, mais un tout petit peu quand même, quand on a une croissance négative, ça s'appelle une récession. Donc, et le troisième point, c'est le déficit public et la crédibilité des États à pouvoir réduire leur dette. Or, on s'aperçoit qu'avec Macron depuis 10 ans, et ça ne fait que continuer, la dette explose à un point qui est, c'est devenu totalement ingérable. Et le dernier point que j'aborderai, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais si on regarde comment se comportent les prix des biens que l'on peut acheter en France depuis 2001, eh bien, ça a pris 20% d'augmentation. On nous srine avec des impôts en veux-tu, en voilà, partout. Enfin, quand je dis on nous srine, c'est on vous srine, parce que moi, je ne paye pas d'impôts en France, vu que je ne vis plus en France depuis très longtemps. On vous srine avec des impôts, des taxes dans tous les sens, etc. Ça ne fonctionne pas et ça ne pourra pas fonctionner. Et il n'y a personne aux commandes du bateau pour essayer de reprendre les choses. Par contre, chose absolument, entre guillemets, extraordinaire, on n'arrête pas d'entendre les responsables politiques qui sont à la manœuvre depuis 10 ans et plus nous dire qu'ils vont révolutionner le paysage politique français, que ce soit le petit Gabi, que ce soit, comment il s'appelle, Édouard Philippe et tous les autres. Ils sont en train de vous mener la tête dans le mur à Mac 2 et personne ne va rien faire. Voilà ce que je voulais dire pour la dette française. C'est absolument catastrophique. Donc, toujours pareil, quand on regarde les chiffres, on ne les invente pas, hein, les chiffres, c'est encore une fois l'INSEE et Eurostat, pardon. Eurostat, c'est pour la Russie. Et Eurostat, la France est la lanterne rouge de l'Union européenne. On est les derniers. Et quand on entend Macron et tous les autres nous dire que la France est le leader économique européen, que tout se passe bien, etc., ce sont de royales conneries faites pour induire les Français en erreur. Ça s'appelle de la désinformation pure et simple. Et là, ce n'est pas la Russie qui le fait, c'est bien les Français. Ce qui est très amusant, surtout quand on entend Sébastien Lecornu au Sénat nous dire que les peines encourues, puisque je pense que les Français ont dû le voir, il paraît qu'il y a de l'ingérence étrangère en France. Et que donc le gouvernement français, dans l'objectif des prochaines élections, tant présidentielles que sénatoriales, etc., vont mettre les bouchées doubles pour empêcher la désinformation, l'ingérence étrangère, la désinformation, etc., etc., etc. Il veut même aller jusqu'à augmenter les peines de prison multipliées par 3. Je rappellerai juste à tout le monde qu'en fait, la France se livre, elle, aussi à de l'ingérence étrangère. Elle a fait de l'ingérence dans les élections roumaines, elle a fait de l'ingérence dans les élections moldaves, elle a fait de l'ingérence dans les élections arméniennes.
Elle a fait de l'ingérence avec les Américains dans les élections géorgiennes. Ça n'a pas réussi, tant mieux. Et elle continue de le faire. Les seuls qui ont faire. résisté, d'ailleurs. Ce sont les seuls qui ont résisté. Et elle a fait elle de va l'ingérence en Hongrie, sachant que, enfin, voilà, donc l'ingérence, elle est partout. Mais cher Cyril, on a du temps, mais quand même, on a beaucoup de sujets. Donc, essayons d'avancer. J'ai fini sur la partie dette française. On peut passer à autre chose. D'accord. Donc, passons à Macron en Syrie. Est-ce que tu veux que je mette à l'écran la vidéo du discours de Macron? Est-ce que Alors, ou juste les images? Non, mais si ça t'ennuie pas, je voudrais bien que tu passes la vidéo avec le son, que les auditeurs écoutent bien ce que Macron a dit, et je commenterai juste derrière, tellement c'est catastrophique. Bah, écoute, je passe la vidéo. J'ai pas le son. Ah. Ah, il y a les sous-titres, c'est très bien. En Europe, nous sommes indéfectiblement liés les uns aux autres. Il y a notre histoire, particulièrement les 15 dernières années, au cours desquelles les Syriens ont fait un peu plus qui menaient une révolution de la dignité et qui vainquaient. Il a fallu du courage à ceux qui, les premiers, à Dera, Damas, Homs, Alep, et partout dans le pays, sont sortis les premiers pour demander la chute du régime. Il a fallu du courage et de l'audace à ceux qui ont fait vivre le grand rêve d'une Syrie libre, alors que le dictateur précipitait leur pays dans la vie. Il a fallu de l'abnégation à ceux qui ont tout perdu, leurs enfants, leurs familles, leurs biens, sur les routes. Et avec force, la France tient ce jour hommage à eux, hommage au peuple syrien. Monsieur le Président, je sais la solitude des Syriens dans la guerre, les coups du dictateur, de ses milices, de ses alliés, des terroristes et des fanatiques venus combattre ici à leurs dépens. Il a fallu trop de temps pour en sortir. Les Français le savent bien. Les attaques terribles qui ont endeuillé notre pays en 2015 et en 2016 ont été préparées en Syrie par des groupes terroristes qui ont recruté trop de volontaires dans des jeunesses françaises, européennes ou maghrébines. Beaucoup ont commis ici et en France de graves crimes. Le pire aurait été de se retrouver. La France a donc accompagné les Syriens de son mieux, avec constance, contre l'ancien régime, contre les terroristes, avec ceux qui les combattaient, avec ceux qui pouvaient concourir à l'avènement d'une nouvelle Syrie, du début jusqu'à la fin. Aussi, Monsieur le Président, oui. C'est insupportable, mais je pense que c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Tellement c'est effectivement insupportable d'écouter cet abruti parler, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre terme. Voilà, ça vous engage, vous, hein, Cyril. Vous êtes loin, vous êtes à l'abri. Oui, voilà, donc, voulez-vous que je montre à l'image maintenant un petit peu ce que vous m'avez envoyé, c'est-à-dire le pédigré Alors, allons-y, parce qu'il faut bien comprendre qui est Al-Joulani, aujourd'hui le président syrien. Et pendant que tu passes l'image, je vais… alors ça… c'est la poignée de main de la honte entre la France et un terroriste, parce que Al-Joulani, c'est un terroriste. C'est un… Alors, comme il faut revenir un petit peu dans l'histoire et un peu la genèse très rapidement du conflit en Syrie. Tout le conflit en Syrie était lié à un projet gazier. Il y avait un double projet gazier qui était un projet occidental, voilà, que l'on peut voir là,
de pipe gazier qui devait passer. Il y avait un projet qui était backé par la Russie et l'Iran et un deuxième projet qui était backé par le Qatar, les Américains et d'autres. Bien. À l'époque, c'était Bachar el-Assad qui était le président de la Syrie. Alors, on peut toujours dire ce qu'on veut sur Bachar el-Assad. À l'époque où il était là, peut-être que le régime était un régime qui était fort, n'empêche que toutes les populations vivaient ensemble à cette époque-là, que ce soit les chrétiens d'Orient, les musulmans et d'autres, ça se passait relativement bien. Sauf que le problème, c'est que l'Occident s'attendait à ce que Bachar décide de travailler avec eux, et au dernier moment, Bachar a dit non, je vais travailler avec les Russes et les Iraniens. Et là, j'ai pour mémoire, cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée sur mes disques durs, mais je sais qu'elle y est, ce qu'avait dit Alain Juillet à l'époque, qui était le patron de la DGSE, enfin du renseignement extérieur de la DGSE à l'époque, en commission de défense sénatoriale. À cette époque-là, il avait dit on nous a dit, donc le PR, le problème c'est Bachar, remove Bachar. Bah, voilà, exactement, c'est ce qui a fini par arriver. La guerre civile est arrivée et notre camarade Djoulani, qui lui a un passé particulièrement compliqué puisqu'il a été prisonnier dans la fameuse prison d'Abu Ghraib en Irak tenue par les Américains. Il en a disparu en 2009, on ne sait pas où il est passé. Par contre, il a rejoint les rangs d'Al-Zawahiri et Al-Zaykari, et de l'État islamique. Et comme on vient de le voir là, il a un passé de coupeur de tête. Il a été à la tête du HTC. Et quand la Syrie, parce que l'armée syrienne libre a fini par gagner cette guerre civile, en fait, malheureusement, les Syriens se sont reposés sur leur laurier et le HTC, enfin les coupeurs de tête et les autres sont revenus derrière et on a vu ce qui s'est passé. Bachar el-Assad a dû quitter la Syrie et donc c'est Al-Joulani qui est arrivé. Mais Al-Joulani, c'est un terroriste. Et quand on regarde ce qu'a fait la France en Syrie, la France a littéralement armé, entraîné, financé avec les Américains, avec les Israéliens, les fameux coupeurs de tête, dont Al-Joulani et le HTC. Et aujourd'hui, eh bien, on déroule le tapis rouge à ces terroristes. Et quand j'entends Macron prononcer le discours qu'il vient de prononcer, alors qu'en face de lui, il a exactement ceux contre lesquels il fallait lutter, eh bien, on s'aperçoit que ces gens-là sont revenus au pouvoir. Et ils sont revenus au pouvoir pour deux raisons. La première et la plus importante, c'est que ce fameux projet gazier avait été mis en stand-by à cause de la guerre civile, sauf que personne n'a oublié que l'Union européenne a décrété qu'en 2027, il n'y aura plus une goutte de pétrole russe qui arriverait en Europe et plus un litre de gaz ou un mètre cube de gaz qui arriverait en Europe. Et donc, 2027 correspond aussi à la remise en place et la remise en service de ce fameux projet, de façon à ce que les Français, les Européens puissent avoir ce gaz-là. Sauf que il y a quand même un risque, c'est qu'on a toujours vu ces gens-là mordre la main des gens qui les nourrissaient. On a vu effectivement les attentats de 2015, du 14 juillet, etc. On a vu tous ces terroristes qui partaient là-bas et qui revenaient après, qui représentent un véritable danger pour la sécurité nationale française et de d'autres pays européens. Et Macron a toujours pas compris la leçon. Et donc, il est en train, là encore, de pactiser avec le diable. Il est en train de pactiser avec un régime terroriste. Tout ça pour arriver à pallier à une solution débile qui a été mise en place par l'Union européenne, qui consiste à se passer de quelque chose dont on ne peut pas se passer, c'est les contrats à long terme de gaz pas cher russe dont on a besoin. Et pour en finir là-dessus, c'est encore le cas au premier trimestre 2026, la France est le premier importateur en Union européenne de gaz liquéfié russe, qui sont sur la fin des contrats long terme. Et donc, l'Union européenne ni la France ne peuvent se passer, c'est pas possible. Et c'est pas les Américains qui vont pouvoir pallier à ce problème-là, parce que les Américains le vendent au prix d'un bras, un œil à un. Et on a vu ce qu'ils ont fait avec Nord Stream, je l'avais déjà dit la semaine dernière, et bien le reste va continuer aussi. D'ailleurs, je rajoute quelque chose par rapport à ce que j'avais dit sur Nord Stream la semaine dernière, c'est que les États-Unis s'étaient proposés de racheter Nord Stream qui était largement déficitaire, hein, sachant qu'il y a un pipe qui pouvait fonctionner et que c'était un Américain qui devait le racheter. La bonne affaire. Donc voilà. Et là, Macron, eh bien, il est en train de trahir la France. Il reçoit ce terroriste comme un chef d'État
en lui déroulant le tapis rouge, aussi bien à l'Élysée ou à Paris ou en allant là-bas, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est franchement, enfin je sais pas comment on a pu tomber si bas. Il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné ou à un autre, Giuliani, il va lui mettre une grosse praline et ça va se retourner encore contre nous. On ne peut pas pactiser avec ces gens-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et ça les médias français en parlent peu, voire pas du tout, de fait, le premier c'est que Lafarge a finalement été condamné, et notamment certaines personnes de Lafarge ont été condamnées pour financement du terrorisme dans l'affaire qu'il y ait les services français de la DGSE et le financement de certaines katibas en Syrie au travers de Lafarge. Ça passait comme ça. Il y a eu un premier procès qui a eu lieu, ça a été passé sous le silence. Il y en a eu un deuxième dont le jugement a été rendu au mois de mars ou au mois d'avril 2026 et les gens ont été reconnus coupables de financement du terrorisme. Ce sont des choses que l'on sait, c'est connu, reconnu, mais méconnu pour des raisons diverses et variées. Les Français, comme les Américains et les Israéliens qui soignaient sur leur territoire certains membres de l'État islamique, qui les renvoyaient en Syrie derrière, l'implication de la France, elle est connue, elle est actée, elle est factuelle. Voilà. Et maintenant, on recommence. C'est reparti comme en 40. Alors, nous allons passer au sujet suivant, cher Cyril. Je pense que tout a été dit par vous parce que, enfin, j'ai rien à rajouter sur le fait qu'il pointe du doigt des alliés de la Syrie. Là, il sous-entend la Russie est un État terroriste. Enfin, tout est tout ça, c'est à mon avis à balayer du revers de la main tellement c'est lorsque c'est exagéré, c'est toujours sans intérêt. Cher Cyril, parlons un peu des frappes russes en Ukraine qui ont provoqué, semble-t-il, un problème atomique, un problème de radioactif. Est-ce que je peux passer la vidéo? Alors, oui, tu peux passer la vidéo et je vais revenir sur ce problème parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça et à la fois plus compliqué, mais pour être très honnête, il n'y a pas vraiment de… Vas-y, passe la vidéo et j'y reviens après. Mais avant de passer la vidéo, juste une chose, Oui. ne pas oublier ce que Jean-Noël Barrot s'est amusé à dire et toute la classe politique française dans cette fameuse frappe qui a eu lieu sur ce dépôt de munitions. La Russie a bombardé une zone civile. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a frappé des pauvres petits civils qui n'avaient rien à voir dans le problème. Alors, il y a du dommage collatéral de temps en temps, ça peut arriver, mais la Russie ne frappe jamais délibérément de frappe civile. Maintenant, on va passer la vidéo et je vais pouvoir la commenter pour que les gens comprennent bien le mensonge qui est fait par la diplomatie française et les autres. Voilà, ça c'est la frappe. Donc, il y en a eu une première, c'est ce fameux dépôt de munitions. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un objet, hop là, qui arrive et qui frappe pour le coup un bâtiment civil dans une rue. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un missile russe. On le revoit d'ailleurs partir là sous un autre angle de vue sur la partie au gauche. Et on va la voir tomber. Hop là, c'est une autre prise de vue qui vient d'ailleurs. Ça, ce sont des vidéos qui ont été prises par des Ukrainiens eux-mêmes le jour de la frappe. Ce fameux dépôt de munitions qui a été frappé, en fait… On voit bien que c'est bien un dépôt de munitions puisque ce qui s'échappe, ce sont des munitions militaires. Ce sont des munitions militaires et il y avait plusieurs types de munitions. Il y avait d'une part probablement quelques patriotes ou quelques missiles de défense anti-aérien qu'on peut voir partir suite aux explosions secondaires. Là, c'est vraiment visible. Mais surtout,
il y avait des obus à l'uranium appauvri, ce qu'on appelle l'uranium 238, qui était stocké dans ce dépôt de munitions. Et ce dépôt de munitions était caché dans une zone d'habitation civile dans la banlieue de Kiev. Alors, de là à dire Habitation qu'il assez y a... dense, faut dire. C'est là où on peut constater que, encore une fois, les civils servent de bouclier humain. Les civils servent de bouclier. C'est un crime de guerre que de stocker. Là, on voit les suites un peu avec les fumées parce que ça a brûlé quand même pendant plusieurs heures, hein, et les détonations secondaires ont duré plusieurs heures. Alors donc, on savait qu'il y avait ce dépôt de munitions. De là à savoir que nous savions qu'il y avait les obus à l'uranium appauvri, pardon, ça, je suis pas certain qu'on savait que c'était planqué là. Mais on savait que c'était un dépôt de munitions. À quoi ces obus devaient servir? Et pourquoi est-ce que ces obus, en fait, étaient là? Et là, c'est même pas moi qui le dis, ce sont les sources ukrainiennes qui le disent eux-mêmes. Ce sont des obus qui ont été fournis, donc je rappelle, des obus à l'uranium appauvri, qui ont été fournis par les Occidentaux, notamment les Britanniques et les Américains, aux Ukrainiens pour les chars, que ce soit les Abrams ou les Challenger. Les obus à l'uranium appauvri, en fait, ont une capacité, c'est que ce sont des obus perforants. Donc, ça permet de passer au travers de différentes couches de blindage et d'être utilisé soit contre d'autres chars, soit sur certains bâtiments plus ou moins renforcés. Or, comme on a détruit les Challengers et que nous avons détruit les Abrams, qui étaient à l'époque des fameux Game Changers, eh bien, il a bien fallu que les Ukrainiens fassent quelque chose des obus qu'ils n'avaient pas utilisés. Et eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y en avait beaucoup parce que ça a brûlé pendant un certain temps et qu'ils les ont stockés au milieu de civils. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un accident nucléaire? Non. Je ne pense pas que l'on puisse le dire On clairement. parle bien d'un nuage radioactif maintenant qui se déplace quand même. Oui, mais ça n'a pas, en fait, quand on parle de nuages radioactifs, ça n'a pas la même signification que si on parle du nuage radioactif de Tchernobyl. Ce sont deux choses qui sont quand même extrêmement différentes. Il n'empêche que, et là tu as tout à fait raison, il n'empêche que ces fameux obus à l'uranium appauvri qui avaient déjà été utilisés et en Irak par les Américains et par l'OTAN en Yougoslavie à l'époque des bombardements yougoslaves, enfin sur la Yougoslavie, à long terme, effectivement, ça crée des conséquences médicales et qu'il faut y faire extrêmement attention. Et je répète ce que j'ai dit, stocker dans des zones civiles ce type de matériel est un crime de guerre. Et alors, c'est tellement un crime de guerre que le cynisme ukrainien a été jusqu'à dire « Ah oui, mais ce dépôt, il n'était pas sous notre juridiction, c'est pas à nous. » Donc, comme ça, il n'y a pas de responsable et tout le monde est content. Enfin, c'est du foutage de gueule grandeur nature. Donc, et par contre, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, un certain nombre de maisons autour de cette zone d'impact a subi des conséquences, bien évidemment, mais la Russie ne frappe pas de cibles civiles. Et on le voit parfaitement sur cette vidéo. Encore une fois, ce qui tombe dans la rue, ce n'est pas un missile russe, c'est la conséquence de ce que les Ukrainiens stockent au milieu des civils. Et ça, on n'est pas forcément au courant de savoir ce qu'il y avait là-bas. On savait qu'il y avait un dépôt de munitions. Un conflit, c'est un conflit. Il a été frappé au même titre, et ça va me permettre de faire la transition avec une autre usine qui a été frappée, au même titre qu'on a quasiment détruit l'usine d'assemblage des missiles Flamingo, ces fameux game changers aussi qui sont censés aller taper la Russie en profondeur. On a détruit une partie de l'usine, sinon toute l'usine qui produisait les systèmes de guidage de ces missiles. Et là, je vais y revenir aussi parce que l'implication de la France maintenant, elle est connue notamment avec Safran. Et donc, tout ça, ça va beaucoup moins bien marcher. Alors, pourquoi est-ce que je reparle des Flamingos? Eh bien, parce qu'en fait, tout le monde sait que le Flamingo
en fait, est un missile qui n'a rien d'ukrainien. En fait, c'est un missile britannique qui est copié, assemblé en Ukraine. Safran est partie prenante là-dedans, puisqu'en fait, donc Safran, c'est français. Ils fournissent non seulement le système de navigation, de l'optoélectronique, de l'analyse de renseignements au travers de Prelingens. J'en avais déjà parlé avant de Prelingens, mais là, on les retrouve encore là-dedans. Et qu'ils sont en train de mettre en place un système de production axé sur une certaine efficacité qui s'appelle le programme Chorus, et que Renault est en train de mettre en place aussi en France pour pouvoir augmenter les capacités de production au sein de la France, notamment avec KNDS et Nexter. Donc ça, c'était quelque chose d'important à rappeler. Les flamingos vont beaucoup moins bien marcher maintenant, comme disait Bourvil avec sa 2 chevaux. Ça va beaucoup moins bien rouler, c'est vrai. Là, on a frappé relativement fort et c'est une très bonne chose. D'ailleurs, à ce sujet, pour contrecarrer toute la propagande occidentale qui existe, depuis les dernières frappes de drones ukrainiens sur la raffinerie de pétrole qui est pas loin de chez moi, on n'a plus aucun drone qui arrive sur Moscou. Plus aucun. J'avais dit la semaine dernière qu'on avait trouvé la parade à ça. J'avais dit que je ne rentrerai pas dans les détails pour des raisons de sécurité. Je peux vous garantir que depuis les dernières frappes, on n'a plus un drone qui arrive jusqu'à Moscou. Et ils en envoient, oui, bien sûr, ils en envoient, mais on n'en a plus aucun qui arrive jusqu'à Moscou. Voilà ce que je voulais dire sur ce bombardement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Le renseignement de terrain russe fonctionne très très bien en Ukraine, vraiment très bien. Et si on ne l'avait pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on avait des bonnes raisons de ne pas le faire. Au jour d'aujourd'hui, la Russie ne croit plus aux promesses de négociations occidentales. On est passé, sans escalade, mais on est passé sur un autre échelon. Et la Russie poursuivra ses buts de guerre jusqu'au bout. Par contre, ce qui est très impressionnant, et je te rends la parole juste après, c'est de voir encore une fois, et j'en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est toute la propagande occidentale qui est mise en place, c'est du jamais vu, c'est juste impressionnant, et ils sont en fait tellement désemparés qu'ils nous ressortent des vieilles images, parce que moi j'en ai quand même quelques-unes aussi, donc je peux regarder et savoir quand ça sort. Ils nous ressortent des vieilles images pour nous dire que la Russie est au bord de l'implosion, etc. On va en parler aussi après. Je peux te dire que c'est pas vrai. Alors, moi, j'aimerais continuer sur le volet, comment dire, du fonctionnement interdit lors d'opérations militaires. Tu m'as envoyé un fichier vidéo également où on peut voir comment la Poste, alors même que la Poste est une structure civile, et par toutes les conventions Genève, elle est couverte pour pas être un objet militaire, enfin, ou une cible militaire. On voit comment, par les Ukrainiens eux-mêmes, c'est filmé, donc on peut voir comment la Poste est utilisée. Alors avant, oui, il faut que mets sur pause juste une seconde. Et voilà, ce qui est très important, c'est que pour des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de voir ce genre de vidéo, donc cette vidéo, elle est pas récente, elle a plusieurs mois déjà, mais je l'ai retrouvée, je ne l'avais pas téléchargée à l'époque, mais je l'ai retrouvée hier, c'est pour ça que je te l'ai envoyée. Comme tu l'as très justement dit, le système des postes, les Occidentaux n'arrêtent pas de dire qu'on frappe des organismes civils, qu'on frappe la poste, des centres commerciaux, etc., etc., etc. On a déjà dit à plusieurs reprises, que le Nova Pochta, en fait, était utilisé en Ukraine pour transférer du matériel militaire, stocker du matériel militaire, et que donc, dès lors, lorsque la Russie avait connaissance de lieux spécifiques où ces matériels étaient stockés, ça devenait des cibles de guerre légitimes. Bien, ça a donc été le cas, puisque à plusieurs reprises, la Russie a frappé des sites bien spécifiques dont nous avions la preuve à 100% que du matériel militaire s'y trouvait, et bien évidemment, Zelensky et tous les autres, à commencer par Jean-Noël Barrot et Macron, etc., on dira la Russie a encore frappé une zone civile, etc. Non. Le sigle de Nova Pochta, sur ce camion, vous allez le voir à la 11e seconde.
C'est important de le voir. On ne le voit pas de face, on le voit de trois quarts droit, mais il est important. Et vous allez voir que les Ukrainiens utilisent aussi des camions civils pour transporter du matériel militaire. La preuve en images. Et d'ailleurs, je rajoute, juste avant de lancer la vidéo, vous pouvez voir le hashtag #StayWithUkraine. C'est pas une vidéo faite par les Russes. Hein, donc, Ah non, je l'ai piqué sur un site ukrainien. Donc là, on a un blindé dans un camion semi-remorque. Voilà, classique. Et on a un deuxième camion semi-remorque. Et là, regardez bien à droite. Tac, on voit juste là, sur la partie droite, le sigle de la poste russe avec un autre blindé dans ce camion. Voilà. Voilà ce que font les Ukrainiens. Alors, j'ai jamais vu la France mettre des blindés dans les camions de la poste française, mais les Ukrainiens le font. Il faut savoir, encore une fois, que la Russie ne frappe pas de cibles civiles si on n'a pas la preuve que dedans, il y a du matériel militaire. Et la preuve, elle est là. Très bien. Il y a d'autres éléments qui sont aujourd'hui scandaleux et qui sont, enfin, c'est pas scandaleux, aberrants et monstrueux. C'est le largage par ces drones de certains éléments aujourd'hui, des mines antipersonnelles, poussées parfois carrément à être des confiseries. Alors, oui, pour revenir justement, on va pouvoir juste après passer la vidéo. Il y a déjà quelques temps, on avait donc, vous savez que les Ukrainiens, enfin, il y a tout un tas de mines qui sont de types différents. Il y a des mines anti-chars, des mines antipersonnelles, voilà, des mines antipersonnelles, les mines pétales, ce qu'on veut, etc., etc., etc. Il y a quelque temps, les services ukrainiens s'étaient amusés et d'ailleurs, il y avait eu un accident à Moscou, à utiliser les enfants comme des cibles. Évidemment, un enfant, c'est naïf. Quand ça voit un jouet dans la rue, ça va le ramasser. On avait eu ça avec des portefeuilles piégés. Alors c'est pareil, j'ai la vidéo, il faudra que je la retrouve. On trouve un portefeuille dans la rue, on ramasse le portefeuille à la main, et au moment où on prend le portefeuille à la main, eh bien, le portefeuille vous explose dans la main et vous ampute la moitié du bras. Il y avait eu ça avec des jouets pour enfants dans des parcs pour enfants, puisqu'en Russie, dans la plupart des aires de jeu, voilà, qu'on peut trouver en bas des immeubles d'habitation, il y a plein d'enfants qui jouent, et un enfant, c'est naïf. Mais alors là, ils ont poussé le vice encore plus loin. Ils larguent des confiseries, donc des genres de bars, Nuts, Mars, Bounty, ce qu'on veut, etc. Et ces confiseries sont piégées. Alors, si je vous dis ça sans vous en apporter la preuve, vous allez me dire, Cyril, t'es gentil, arrête la fumette. Je fume pas, enfin si, que des cigarettes, mais je fume pas d'autre chose. La preuve, elle est en image. Ça a été trouvé dans le Donbass, et vous allez voir comment ils le font. Vas-y, tu peux y aller. Oui. Pardon. Donc là, on a ce démineur russe qui récupère une barre. Il va l'ouvrir. Un petit coup de cutter dedans. Et voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Un détonateur, si tu peux mettre sur pause. Ah, voilà, un détonateur avec un système de détection et à l'intérieur, parce que c'est une fausse barre, de l'explosif. Et lorsqu'on va ramasser ça, le contacteur avec la pile va se mettre en route. C'est une petite pile, et puis ça dure longtemps ces piles-là, va se mettre en route, et au moment où on va le ramasser à la main, eh bien, ça va vous exploser dans la main et vous emmener, sinon vous tuez, vous emmenez la moitié du bras ou le bras complet. Pour le reste. Et ça on retrouve ça. En bouche aussi, hein, le gamin peut mettre directement la barre en bouche. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, soit la mâchoire, soit la main. Hein. Bien sûr. Donc voilà encore une fois la preuve par l'image de ce qu'est capable de faire le régime pro-bandériste de Zelensky.
c'est juste hallucinant, quoi. C'est du crime de guerre, ça porte pas de nom, et en plus, c'est dirigé vers des gens qui sont vulnérables parce que ce sont des enfants et on ne peut pas. Alors ici maintenant, c'est fait, on leur dit vous touchez pas, vous trouvez une barre par terre, un portefeuille, un truc, un machin, vous ne touchez pas. Voilà. Si j'avais pas montré la vidéo, personne m'aurait cru. Eh bien la vidéo, la voilà. Allô, allô? Oui, je regarde la vidéo parce que je suis vraiment, je trouve ça, alors même que la France est en avant-garde sur la défense contre les mines antipersonnelles. Là, on a poussé enfin, j'ai pas de nom. Je sais pas quoi dire tellement. Bah, Déjà moi, je vais. les Moi, je petites vais. feuilles, l'épistoc, c'était déjà assez insupportable de voir. C'est presque joli, hein, ces mines larguées un peu partout. On a vu que à Mariupol, les aires de jeu, y compris dans les petites maisonnettes pour enfants, étaient piégées. Je sais pas, c'est horrible, quoi. Il y a une forme c'est une démarche génocidaire parce que s'attaquer aux enfants, ça a rien d'autre que pour moi, c'est génocidaire. Ben, bien sûr que c'est génocidaire, mais je rappelle juste aux auditeurs que ce conflit n'a pas commencé en 2022. Là, ce que la Russie a fait en 2022, elle a apporté une réponse à une ligne rouge qui avait été franchie depuis 2014. Et en 2022, la Russie a dit maintenant, ça suffit. Entre 2014 et 2022, tout le monde sait que l'Ukraine s'est livrée à une véritable épuration ethnique des russophones et des Russes ethniques qui vivaient dans le Donbass. Personne n'a oublié le discours de Porochenko à Odessa au mois d'octobre. Personne n'a oublié la trahison de la France dans les accords de Minsk. Je rappelle quand même que les accords de Minsk prévoyaient la mise en place d'une résolution par la force au travers de l'ONU qui n'a jamais été activée par les Européens, puisque les Européens avaient signé ces accords de Minsk pour donner du temps à l'Ukraine de se réarmer. On a vu ce que les bataillons de supplétifs, que ce soit Azov, Haïdar, Kraken, Pravi Sector, etc., ont fait dans les enlèvements, les meurtres et les assassinats de gens au Donbass. Je rappelle qu'on retrouve encore des corps dans des mines de ces gens qui avaient été enlevés et qui avaient disparu. Le Donbass a subi une véritable épuration ethnique qui n'a jamais été nommée comme telle par les Occidentaux parce qu'il ne faut pas le faire, mais n'empêche que c'est la réalité. Et ce que l'on voit là n'est que la prolongation de ce qu'est le régime ukro-bandériste de Kiev. Il ne faut pas non plus mettre tous les Ukrainiens dans le même paquet. J'ai des amis qui sont ukrainiens, qui vivent à Moscou. Je peux vous garantir que quand ils voient ce genre de choses, ils ont beau être ukrainiens, ils sont outrés. Et d'ailleurs, avant d'être ukrainiens, ils sont soviétiques. Parce qu'ils ont à peu près mon âge, donc ils sont de cette époque-là aussi. Mais on en est là. Voilà ce que la France soutient, finance, avec l'argent de Nicolas, Giuseppe et Helmut. Voilà ce que les Ukrainiens, eux, font. Et il est inacceptable de voir la France de Macron se livrer à ce genre de choses. Toujours dans le même sujet, pour avancer un petit peu dans le sujet ukrainien, donc Konstantinovka a été libérée, tout le monde le sait, arrive un nouveau scandale et le futur piège, en fait, qui va être tendu par les Ukrainiens à la Russie. La Russie dispose de environ, mais je ne peux pas vraiment vérifier ce chiffre, donc si je reprends le chiffre officiel, qui ne doit pas être loin de la vérité, hein. Honnêtement, vu comment ça s'est passé, je pense qu'on en est très très proche. La Russie dispose de 13 500 corps ukrainiens récupérés dans les nettoyages de Konstantinovka. L'Ukraine refuse de les récupérer. Elle refuse de récupérer ces corps. Donc, ils seront conservés par la Russie dans des chambres froides et restitués lors de prochains hypothétiques ou futurs échanges de corps. Je rappelle que c'est pas nouveau. L'Ukraine ne récupère pas. Alors, fait intéressant, la propagande occidentale dit que la Russie perd du terrain tous les jours en Ukraine.
Alors à ce moment-là, il faut nous expliquer comment on arrivait à récupérer autant de corps. En général, une force qui attaque subit plus de pertes qu'une force qui se défend. Là, c'est l'inverse. La Russie attaque, les Ukrainiens reculent. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils vont pas récupérer leur corps. L'autre raison, c'est que il y a de la corruption derrière et que le business de la mort en Ukraine est un business absolument gigantissime. Ah, c'est juteux. Et alors, pour le coup, même enfin le journal Le Monde, a sorti en 2025 un article sur le business juteux de la mort en Ukraine. Et pour que Le Monde sorte un article de ce type qui est pas tendre avec l'Ukraine et le business qui va derrière, c'est que franchement, ça atteint une taille assez considérable. Il n'empêche que nous, on récupère les corps des Ukrainiens, on les stocke et on leur rend lorsqu'il y a des échanges de corps. Le dernier échange de corps qu'il y a eu, on en a rendu 1000, on en a reçu 31. On ne peut pas faire de calcul de ratio sur les pertes à ce niveau-là, parce que là, on rentre dans de l'hypothétique et j'aime pas faire ça, mais ils ne nous rendent pas de corps et par contre, nous, on leur en rend. Voilà. De toute façon, c'est logique, c'est-à-dire que c'est l'armée qui avance, qui récupère les corps dans le sens où de toute façon, elle arrive sur le terrain occupé par l'adversaire. Donc, je suis d'accord. C'est la preuve que la Russie avance. Donc, oui, tout à fait, bien sûr, mais c'est une évidence que la Russie avance, mais je vais y revenir après. Sauf que là, dans le cas de Konstantinovka, la Russie a proposé un cessez-le-feu pour que les Ukrainiens viennent récupérer leurs corps. On a dit, on arrête les combats, venez récupérer vos morts, et les Ukrainiens ont dit, niet. Tant pis, voilà. Dans les médias français, ce n'est toujours pas acté que Konstantinovka est aujourd'hui pris par la Russie. Or, même sur Twitter, on peut voir les vidéos où les soldats ukrainiens chantent Goodbye Konstantinovka. Ah oui. Oui. On le voit, on a plein de vidéos qui traînent, et sur des canaux ukrainiens en plus, c'est même pas sur des canaux russes, ce sont sur des canaux ukrainiens. Le dernier en date que j'ai vu, c'est hier, la vidéo a déjà au moins 2 semaines, je pense, où ce soldat ukrainien, donc c'est un barbu avec un casque cerclé de la bande verte, il dit, ça y est, on a reçu l'ordre de se barrer, on a perdu Konstantinovka, donc on s'en va. Konstantinovka est tombée, mais comment dire, les 5 cavaliers de l'apocalypse européen ne peuvent surtout pas dire que Konstantinovka est tombée, parce que derrière, il y a Krasny Liman, il y a Pokrovsk, Kramatorsk, pardon. Et ça, c'est la dernière ligne de défense qui existe. Derrière, il n'y a plus rien pour aller jusque là. Et donc, pour que l'Ukraine continue d'avoir le soutien des Européens, il faut que elle dise non, on résiste, on avance, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'ils se font enfoncer de toutes parts, même sur Zaporogier, ils se font enfoncer. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le nouveau piège qui va être tendu, parce que j'avais commencé à en parler tout à l'heure, par les Ukrainiens contre la Russie, dans les villes futures à libérer, donc Krasny Liman et celles qui sont tout autour de cette ligne, en fait, Konstantinovka, voilà, Kramatorsk, etc., les civils ne sont pas évacués. Les Ukrainiens n'évacuent pas les civils. Alors, il est déjà arrivé que les Ukrainiens évacuent des civils et que des civils disent « ici, c'est chez nous, il est hors de question qu'on se barre, on y reste ». Ok, très bien, mais là, ils n'évacuent pas les civils. Et pourquoi est-ce qu'ils n'évacuent pas les civils? C'est qu'ils veulent refaire exactement ce qu'ils ont fait à Mariupol en 2022 pour ralentir la progression russe et se laisser du temps pour faire remonter des forces de l'autre côté. Ils utilisent les civils comme des boucliers humains parce qu'ils savent très bien que nous, on va faire attention, enfin, nous, la Russie va faire attention à ne pas frapper les civils. Et il va se repasser exactement la même chose que ce qui s'est passé à Mariupol. On va retrouver, et à Konstantinovka aussi, du reste, on va retrouver toute une quantité de civils qui vont être parqués dans les caves par les Ukrainiens
et les Ukrainiens vont se mettre dans les bâtiments et dans les appartements de ces civils pour canarder les Russes qui vont avancer, etc. Ça s'appelle un crime de guerre aussi. Hein. On n'a pas le droit de se cacher derrière les civils et d'utiliser les civils comme bouclier humain. On n'a pas le droit. Mais les Ukrainiens n'ont rien à faire du droit international. S'ils en avaient quelque chose à faire, ça se saurait. Et donc ça, c'est le piège qui va nous être tendu. Ça commence à arriver. Et les analystes, que ce soit moi, que ce soit Xavier, que ce soit Yuri Podoliaka ou d'autres, Tché, etc., ou Christopher Elali, ça commence à ressortir partout. On sait qu'on va être confronté à ce problème-là. Mais c'est volontaire de la part des Ukrainiens. Ce qui est, en revanche, est évacué, ce sont les industries. Et ça, c'est montré, et ça, il n'y a pas de problème. Donc, enfin, encore une fois, on trouve ce système otanesco-epsteinien où l'argent vaut plus que la vie humaine. C'est juste à vomir. C'est juste à vomir. Et d'ailleurs, les corps, s'ils sont pas récupérés, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas indemniser les familles, parce qu'ils ne veulent pas récupérer ils veulent pas afficher ces pertes officiellement parce que ça amène à des paiements ça amène à des paiements, ça amène, je crois que c'était 15 millions de hryvnias par soldat tué que Zelensky avait promis en indemnisation. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part toute la corruption qui va derrière. Il faut savoir qu'à la différence de la Russie, l'Ukraine ne fonctionne pas de la même façon. Un soldat russe en Russie, son salaire lui est versé directement sur son compte par le ministère. Ça, c'est réglé. En Ukraine, c'est encore une ancienne méthode. C'est toute la chaîne hiérarchique qui récupère la somme. Et au bout du compte, c'est le commandant de bataillon qui donne le salaire à son soldat. Entre-temps, tout le monde s'est servi, bien évidemment. Et donc, pour éviter que l'argent disparaisse plus que ça ne devrait disparaître, il y a un certain nombre de commandants de bataillon qui sont corrompus jusqu'à la moelle, qui, eux, ne déclarent pas leur mort. Comme ça, les salaires continuent de tomber, et ils se les collent dans la poche. On retrouve ça aussi dans le fonctionnement du TCK, le TCC, donc qui sont les chasseurs de chair à canon qu'on trouve partout dans les rues ukrainiennes. On a vu d'ailleurs à Lvov, l'émeute, elle a été réprimée malheureusement, cette émeute, et pas de la meilleure façon. Enfin, il fallait pas s'attendre à autre chose. C'est encore une fois même sur la façon de réprimer. Comment, après ça, on peut dire que cet État est prêt à entrer en Union européenne? C'est-à-dire, c'est pas un jugement, c'est des gens qui sont placés là et ils doivent scander vive le TCK, etc., sans jugement, sans rien. Donc, comment on peut après cela prétendre à l'entrée à l'Union européenne? Alors on peut pas accueillir dans l'Union européenne un pays comme l'Ukraine. D'abord, d'une part parce qu'elle est en conflit. Alors, elle est en conflit. C'est l'Occident qui est en conflit contre la Russie au travers du proxy ukrainien. Mais l'Ukraine est quand même en conflit. Enfin, c'est sur le territoire que ça a lieu. La deuxième chose, c'est que l'Ukraine est un pays qui est corrompu jusqu'à la racine de la moelle. C'est un euphémisme. Donc, même les Polonais qui le disent, et les gens un peu sérieux le disent aussi, on ne peut pas accueillir l'Ukraine dans l'Union européenne parce que d'abord, ça va nous coûter, quand un pays rentre dans l'Union européenne, ça coûte de l'argent à l'Union européenne. Il faut financer ce pays. Il y a de l'argent qui lui est donné. Je rappelle, c'est énorme. Je rappelle que la contribution de la France au budget de fonctionnement de l'Union européenne, c'est 18%. C'est considérable, c'est absolument considérable. Donc non, la Russie s'y était pas opposée. Je reviens sur ce que j'avais dit à l'époque de José Manuel Barroso. La Russie s'était pas opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Elle avait mis en place des barrières douanières entre l'Ukraine et la Russie de façon à pas se retrouver inondée de produits venant de l'Union européenne transitant par l'Ukraine sur le marché russe. Parce que ça, c'était hors de question. Mais elle s'y était pas opposée. Bon.
Mais aujourd'hui, je suis désolé, l'Ukraine, enfin je suis désolé, non, je suis pas désolé, mais l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Union européenne. Euh, on voit le néonazisme ambiant qui règne encore en Ukraine aujourd'hui. Je suis tombé encore récemment sur une vidéo de glorification ukrainienne de la division Galice. C'est juste pas possible. Et dire que ces gens, alors je confirme ce que j'ai dit il y a déjà bien longtemps, l'Ukraine va défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Alors, est-ce que tout le ramdam qu'on a fait en critiquant cela avec toutes les vidéos qu'on a pu envoyer a finalement atteint le peu de cerveau qui reste à des gens comme Macron? Voilà, cette photo-là, elle a été prise sur des répétitions qui ont lieu il y a 48 heures à Paris. On a 25 soldats ukrainiens qui vont défiler sur les Champs-Élysées. C'est 25 de trop. C'est 25 de trop. Et en plus, dans cette, il y a un article qui va derrière ça, qui a été publié par Bouffe-Merde, BFM TV. Excusez-moi pour le gros mot. Quoique. Ça n'engage que vous. Alors. Voilà, je suis responsable de ce que je dis et GPTV n'endosse aucune responsabilité. J'assume parfaitement ce que je dis. Mais c'est BFM TV qui a sorti cet article et l'appartenance de ces soldats ukrainiens à leur unité est tenue secrète pour l'instant. Je rappelle que pendant Eurosatori, certains membres de la 3e brigade d'Azov étaient présents en France. Donc, de là à ce que ce soit les mêmes qui défilent, il n'y a pas loin. Et si les autorités françaises ne veulent pas donner les unités d'appartenance, c'est que quelque part, ils ne veulent pas trop qu'on sache d'où ça vient, ça ferait désordre. Donc voilà, le gouverneur militaire de Paris a bien évidemment menti, puisqu'il avait démenti officiellement par 2 fois dans des articles de presse et dans une interview que l'Ukraine ne défilerait pas sur le 14 juillet. Nous avons la preuve par l'image, à moins que d'ici là, ça change encore. Dans les répétitions, l'Ukraine est bien présente. C'est un scandale. La dernière fois que des nazis ont défilé sur les Champs-Élysées, c'était en 1940. Et c'est une insulte à tous les anciens combattants, c'est une insulte à mon grand-père, c'est une insulte à mon père, c'est une insulte à tous ceux qui ont combattu cette idéologie mortifère. Mais malheureusement, c'est ce qu'est devenu l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne, c'est devenu le 4e Reich. Qui est en train de monter. On le voit avec les lois qui sont votées. Ça me permet de faire la transition, ma chère Lara, avec l'autre sujet pour qu'on avance un petit peu. Chat Control 1.0 est passé en force au Parlement européen, pardon. Alors, ce n'est pas le Chat Control 2.0, mais c'est le chat, c'est la porte. Ils avaient mis la porte, le pied dans la porte est restée ouverte. Chat Control 1.0 vient de passer en force. De la même façon qu'ils nous ont fait passer la Constitution européenne en 2005, on a dit non, et ils nous l'ont imposé en 2008. On a dit non pour Chat Control, ils nous imposent Chat Control 1.0 au Parlement européen. Couplé à ça, le vote au Parlement européen de l'euro numérique. Donc, je vous engage à bien garder du cash chez vous parce que ça va valoir de l'or dans pas longtemps. L'idée, encore une fois, ce n'est pas ni au travers de Chat Control, ni au travers de l'euro numérique, ni du crédit social qui va se mettre en place progressivement de protéger les enfants. Les enfants, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde soit identifié et que plus personne ne puisse critiquer le gouvernement, l'Union européenne, ce que fait Macron, etc. Et d'ailleurs, ça pose un gros problème au niveau des journalistes. Et Pelleboin a commencé à en parler. Si tous nos messages sont espionnés, on ne peut plus garantir la protection de nos sources. Or, un journaliste a le droit de garantir la protection de sa source et de ne pas la révéler. Ça peut le conduire en prison, c'est déjà arrivé, mais un bon journaliste ne révélera jamais ses sources à un tribunal, surtout quand on parle de choses qui sont sensibles. Avec Chat Control, ça remet en question ce qui... les derniers journalistes qui sont encore des vrais journalistes avec un grand J, qui travaillent à réinformer les Français et non à dispendier
la propagande occidentale. Donc voilà. Enfin, je suis tombé là-dessus ce matin en prenant mon petit déjeuner. Alors je vais en parler brièvement parce que c'est juste exceptionnel. Je suis tombé sur une perle. Merci à Christine de me l'avoir envoyée. Elle va se reconnaître. Il y a une grande enquête annuelle qui a été menée, qui est parue dans Le Monde, et encore l'E-Monde toujours, et qui a fait l'objet d'un... Vous êtes des jalonnades, hein, parce que c'est le jalon qu'il avait appelé immonde. C'est vrai, mais c'est tout à fait ça. Je ne le porte pas vraiment dans mon cœur, mais bon, si on peut plus rigoler 2 secondes, on n'est pas payé cher, mais au moins on peut rigoler un petit peu. Donc ça avait l'objet d'un rapport qui faisait 84 pages et dont seulement 41 avaient été rendues publiques. Et en fait, Valeurs Actuelles a récupéré le rapport, il est disponible, c'est le rapport, on peut le retrouver dans son intégralité dans le numéro 4026. Et cette étude qui avait été menée donc, par Opinionway, Le Monde, etc., a remonté des opinions des Français que vous retrouverez dans aucun sondage, que vous retrouverez dans aucun média français, parce que c'est proprement indicible, en fait, quelque part. Alors, je ne l'ai pas appris par cœur, parce que je n'apprends pas ce genre de truc par cœur, mais je l'ai juste en face de moi. L'enquête qui a été faite, c'est un véritable en fait, séisme politique. 75% des Français n'ont aucune confiance ni dans l'État ni dans la République. 75% des Français. 88% des Français rejettent catégoriquement les partis politiques. C'est dire à quel point c'est un échec total. 87% des Français jugent que Macron n'a pas l'étoffe d'un président. Bon, ça, on le savait depuis longtemps. C'est pas nouveau. On est loin de la propagande occidentale qu'on l'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui disent que Macron a le vent en poupe et que plus de 50% des Français lui font confiance. Non, 87% des Français jugent que Macron est loin d'avoir l'étoffe d'un président. C'est vrai. 61% des Français sont prêts à manifester alors qu'il n'était que 30% en 2010. 71% des Français n'ont aucune confiance dans les syndicats, surtout ceux de gauche. Mais par contre, la stupeur, c'est que 50% des Français ne croient plus à la démocratie et souhaitent avoir à la tête du pays un homme au pouvoir personnel fort. C'est considérable. C'est pas le petit Gabi, hein. On voit comment il boxe, le garçon. C'est pas le petit Gabi qui va pouvoir diriger la France. 42% souhaitent que ce soit l'armée qui dirige le pays. Ça, c'est du jamais vu non plus, et ça n'a jamais été dit dans le public. Ça n'a jamais été vu depuis 200 ans, en fait. Et donc, on se rend bien compte ici du ras-le-bol politique, du ras-le-bol des Français envers la politique de ce pays. Je redis ce que j'ai dit en début d'émission, ça fait 10 ans que ces pourfendeurs de la République, que ces pourfendeurs de l'État français, que ces gens dirigent la France, la tuent à petit feu, la démantèlent à petit feu, et ils ont l'outrecuidance de venir se présenter à la présidentielle 2027 en disant « on va révolutionner le paysage politique, faites-nous confiance, ça va réussir, etc. » Ben non, les gars, on a vu ce que vous avez fait depuis 10 ans et plus, cassez-vous, on veut plus de vous. Voilà. C'est exactement ce que ce sondage est en train de dire, et ça, on ne le retrouvera pas dans les médias français. J'ai trouvé ça ce matin en prenant mon petit-déj. D'accord. Bah, écoutez, cher Cyril, on passe à l'enquête sur l'attentat de Monaco. La personne qui était soupçonnée, la présumée innocente, mais celle qui était soupçonnée d'avoir posé et actionné l'engin explosif vis-à-vis de Yermol Laïev, a été retrouvée morte pas loin de Kiev. Et 2 personnes ont été arrêtées en Ukraine. Ce que vous m'avez envoyé, c'est une audition par un juge. Ouais, exact. Et c'est l'avocat d'un des prévenus qui est toujours membre du GRU actif, qui a déclaré. C'est pas le GRU, hein, parce que attention, c'est pas le GRU. Le GRU, c'est russe. C'est le GUR ukrainien, HUR. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Donc, juste pour remettre, si tu me permets, Lara, dans l'auditeur dans le contexte,
Ermolaïev, qui est un pourri fini, a été victime d'un attentat terroriste à Monaco il y a 15 jours. C'est ce que moi j'appelle une opération homicide. Dans ce genre d'opération telle qu'elle a été faite, c'est pas une seule personne qui agit, il y a forcément au moins une autre personne qui devait interagir aussi, soit connue de la première, soit non connue de la première, mais il y a au moins deux personnes qui devaient interagir là-dessus. Ermolaïev est dans un état critique aujourd'hui. Sa compagne, qui n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse, a perdu les deux jambes et je pense que malgré ce qui est dit, son pronostic vital est quand même vachement engagé. Ce qu'on avait prévu, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. La personne qui a été identifiée par les caméras de surveillance de la principauté de Monaco, en 48 heures, elle était rentrée en Ukraine. C'est-à-dire que 52 heures plus tard, elle était annoncée, recherchée par Interpol. Mais en 48 heures, elle a réussi à traverser toute l'Europe. C'est une évidence. De toute façon, l'Europe, c'est une passoire. C'est vraiment une passoire. À Monaco, on est proche de la frontière italienne. Une fois qu'on est passé en Italie, je l'ai fait tellement de fois, moi, à l'époque où j'étais dans le sud, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien. On y passe comme dans du beurre. C'est comme quand on passe de la France à la Belgique ou de la France à l'Allemagne, il n'y a aucune frontière. C'est pour ça qu'il faut que la France sorte de Schengen, parce que ce n'est pas possible. Et de l'Union européenne et de l'OTAN et de tout le reste. Bref, donc au bout de 52 heures, un avis d'une fiche rouge Interpol était lancée. 48 heures après l'attentat, elle était déjà de retour en Ukraine et elle a été liquidée, purement et simplement liquidée. Et alors là, il y a deux scénarios possibles. Le premier, il faut la faire disparaître parce qu'elle peut parler. Donc on fait le ménage, on nettoie. Bien évidemment, c'est le GUR ukrainien qui s'en charge. Mais en fait, le deuxième scénario peut venir aussi du fait de l'origine de l'attentat, puisque certains analystes proches de la DGSE française avaient dit que Ermolaïev devait participer à une conférence où il allait expliquer ce qu'était la corruption, le système de corruption en Ukraine. Bon, on n'a pas besoin de lui pour savoir ce que c'est. On le sait depuis très longtemps. Ça, c'est pour essayer de lui donner une bonne conscience. On sait par contre à quel système criminel se livrait Ermolaïev. Et donc, on pourrait penser qu'au travers du GUR ukrainien qui est complètement corrompu, comme d'habitude, et d'autres instances ukrainiennes, Ermolaïev a refusé de payer la taxe qu'il devait payer pour la protection de son système, qui à la base était à Dnipropetrovsk et qui a été rapatrié du côté d'Odessa, et que les gars sur place ont dit le problème c'est Ermolaïev, on se débarrasse d'Ermolaïev et on récupère le système pour nous. Ça, c'est un truc classique en Ukraine. Donc, on a potentiellement ces deux scénarios avec en point commun le fait qu'au milieu des services ukrainiens, pardon pour le gros mot encore une fois, c'est un bordel sans nom. C'est la fête du slip et on trouve tout et n'importe quoi. Donc, de toute façon, il fallait que cette personne disparaisse. Elle a disparu. Mais elle a disparu sur ordre. C'est ça qui était intéressant, à savoir, de toute façon, c'est venu de la part du GUR. Et donc, la vidéo que les auditeurs vont pouvoir voir maintenant, je l'ai récupérée pareil, sur un site ukrainien. Ça, avant qu'on la lance, sur la partie gauche, c'est l'avocat de l'agent des services ukrainiens qui a été… Donc, il y a une mixité entre le GUR, en fait, dans cette affaire, et le SBU, comme d'habitude. Ils sont pas clairs. C'est le général du SBU, Lisak, je l'avais dit la semaine dernière, qui protégeait, entre guillemets, le système Ermolaïev. Et donc, là, on a sur la gauche l'avocat de l'agent des services qui a été arrêté et qui va expliquer, asseyez-vous bien et lisez bien les sous-titres, pourquoi cette femme a été littéralement assassinée et d'où vient l'ordre. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Je te laisse commenter parce que c'est sans le son et donc il y a effectivement les sous-titres, mais en anglais. Ah oui, alors attends, moi je suis sur un petit écran là sur mon téléphone. Donc en fait, ce que l'agent du… je laisse les gens lire parce que de toute façon, dans les auditeurs, il y a des anglophones.
Oui. Comme de toute façon, notre entretien sera sous la forme d'une vidéo, ils vont retrouver en regardant cette vidéo. Grosso modo, en fait, ce que l'avocat de l'agent des services ukrainiens raconte au président du tribunal, qui n'a pas l'air de trop y croire quand même, on le voit quand même, il met sa main comme ça, il dit vas-y, active. Il explique en fait que l'ordre a été donné, que ce n'était pas un assassinat. Quel terme il a employé exactement? C'était une liquidation. C'est pas pareil. Si je te tue, c'est un assassinat. Mais si un membre des services me dit non, lui, il faut le liquider, ah, bah non, c'est plus un assassinat, c'est une liquidation, ça s'appelle une mission homicide. Voilà, grosso modo, ce que c'est. Ils peuvent arrêter de se foutre de notre gueule 2 secondes. Et d'ailleurs, il a fait tout un plaidoyer en faveur de son client qu'il défendait, l'avocat. Il a dit on ne peut pas mettre un patriote en prison. Non, on ne peut pas mettre un patriote en prison. Le service lui a donné un ordre, il a exécuté cet ordre. C'est un bon soldat. Et de toute façon, s'il n'avait pas exécuté cet ordre, il se serait fait exécuter lui-même. Elle n'est pas belle la vie? Elle n'est pas belle la vie. J'en connais quelques-uns au service action de la DGSE en France qui ont des cours à prendre en manière de droit ukrainien. Ça va être intéressant. Non, sérieusement. Voilà où on en est sur cette affaire. Et encore une fois, la France continue de financer, d'aider, armer l'Ukraine.